Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La Guinée vient de conclure 2 accords de prêt majeurs avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, des partenariats stratégiques destinés au développement du capital humain et à la desserte du courant à l'intérieur du pays. On parlera aussi de cette caravane sur l'éducation et le maintien des filles à l'école. Une semaine pour plaider en faveur de l'équité dans le système éducatif guinéen. Le projet est porté par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Le gouvernement s'investit de plus en plus dans la réalisation des infrastructures sanitaires. Le ministre de la Santé était sur plusieurs chantiers. Dans la préfecture de Kindia, des édifices poussent ou sont en réhabilitation pour le bien des populations locales. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, à l'occasion du lancement historique de l'exploitation du gisement de fer du Simandou ce mardi 11 novembre 2025 à Moribaya, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a été accueilli ce matin à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le président Mamadi Doumbouya. Par ce déplacement, le président Paul Kagame réaffirme l'amitié, la coopération et la détermination du Rwanda aux côtés de la Guinée. Cette mobilisation internationale témoigne surtout de l'importance stratégique du projet Simandou, dont la mise en exploitation ouvre une nouvelle ère pour la Guinée. Elle marque aussi le début d'une phase décisive de valorisation de son immense potentiel minier, industriel et logistique. Voici donc quelques images de l'accueil du président rwandais par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ce mardi marque donc la concrétisation de l'un des plus grands projets miniers au monde en développement. Les activités d'exploitation des gisements de fer de Simandou ont été officiellement lancées aujourd'hui à Moribaya dans la préfecture de Forcaria. Un projet d'envergure souvent rêvé, longtemps reporté, mais qui ouvre enfin son chantier. Le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, a présidé la cérémonie. À ses côtés, les présidents du Rwanda et du Gabon, les membres du gouvernement, ainsi que de nombreux partenaires impliqués dans ce projet de tous les espoirs. Retour en image sur quelques moments forts de cette cérémonie. Millions de tonnes. Dès la deuxième année, on sort 120 millions de tonnes de minerais de fer. Bien évidemment, avec...
Nous reviendrons sur l'intégralité de cette cérémonie dans nos prochaines éditions d'information. Plus qu'une mine, Simandou est devenu aujourd'hui le symbole du potentiel de la Guinée et de l'Afrique en général, un symbole de richesse, mais surtout d'espoir pour tous les citoyens de notre pays. À l'abbé, le collectif Diaspora Langoundé a échangé avec les jeunes autour du projet Simandou, une campagne de sensibilisation pour renforcer leur connaissance des retombées de cette exploitation pour notre pays. Bakari Bamba Kondé. Après Kindia, c'est à l'abbé que le collectif Diaspora Langoundé a posé ses valises pour sa deuxième étape de vulgarisation du projet Simandou. Il s'agit d'informer les populations locales sur les enjeux et les opportunités liées à ce méga projet minier crucial pour l'économie guinéenne. L'abbé abrite aujourd'hui l'une des meilleures universités du pays. À travers des filières scientifiques et techniques, on peut avoir des ingénieurs, des scientifiques et aussi des biologistes qui peuvent venir travailler dans le projet Simandou. Et on les a exhortés à travers la vision du président de la République à se former, à se préparer et à être prêts pour un transfert de compétences. Ici, ces jeunes Guinéens de l'étranger ont présenté les aspects techniques du projet en mettant l'accent sur les bénéfices locaux. La population s'est surtout réjouie des réponses fournies par rapport aux questions environnementales et sociales liées à Simandou. Moi, je crois que c'est un bon projet. Nous avons espoir, nous les jeunes de la Guinée, d'avoir une bonne formation et après cette formation, d'avoir un bon travail. Explication, les jeunes qui sont venus, ils ont largement compris. Je pense bien ils vont être le messager auprès des autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de venir écouter, pourquoi pas auprès de la population, au moins véhiculer le message qui s'est déroulé ici. La deuxième journée de sensibilisation à l'abbé a permis de renforcer les liens entre le collectif Diaspora Langoundé et les populations locales. Ainsi, le collectif décide de continuer à jouer son rôle dans la sensibilisation et l'information autour du projet Simandou pour un développement inclusif et durable en Guinée. 1, 2, 3. L'autre bonne nouvelle de ce journal, je le disais au sommaire, c'est que la Guinée vient de signer 2 importants accords de prêt avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. L'objectif est de renforcer le capital humain et d'améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. C'est un compte-rendu de Mamadi Gassama. L'enveloppe s'élève à 128 millions d'euros. Un accompagnement de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour financer 2 secteurs clés. Le premier, pour un montant de plus de 33 millions d'euros, prévoit la construction de 4 lycées agricoles à travers le pays. La mise en place de ces lycées agricoles viendra combler le déficit de formation de nos jeunes et viendra combler justement le déficit d'emploi de nos jeunes qui, comme Madame la ministre de l'enseignement technique l'a dit, évitera à nos jeunes d'aller vers l'immigration, j'allais dire, clandestine. Et donc, ils vont être plutôt retenus sur le sol guinéen parce qu'ayant des qualifications, ayant aussi des potentialités agricoles. C'est l'occasion pour moi donc de remercier la BIDC au nom des plus hautes autorités, le président ainsi que le Premier ministre. Le second accord, évalué à près de 95 millions d'euros, porte sur la réalisation de 3 microcentrales hydroélectriques. Une étape majeure pour étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales. De manière tout aussi structurante, ce projet converge avec les objectifs du programme Simandou 2040, cadre visionnaire qui organise l'industrialisation progressive de notre pays, la construction de pôles économiques régionaux et la consolidation de notre indépendance énergétique. L'économie guinéenne se porte bien, comme je le disais ce matin. Les indicateurs macroéconomiques font partie des meilleurs de la sous-région. Nous sommes une banque sous-régionale. Nous devons donc accompagner des pays comme la Guinée. It is our duty to support countries like Guinea. Une confiance renouvelée de plus au gouvernement guinéen dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. Au même moment, l'autorité de régulation des marchés publics vient de réunir l'ensemble de ses partenaires et la société civile
Une journée d'échange autour des outils qui doivent permettre d'évaluer et d'aligner notre système de passation des marchés sur les standards internationaux. Au cœur de cette démarche, la validation de la grille d'évaluation de la méthode MAPS et du plan stratégique. Une avancée majeure pour plus de transparence et d'efficacité dans la commande publique. Marie-Angélique Bangoura. Cette évaluation pilotée par l'autorité de régulation des marchés publics est initiée par le groupe de la Banque mondiale en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Elle vise à comparer le dispositif guinéen aux meilleures pratiques internationales afin de renforcer la conformité, l'efficacité et la transparence du système. Pour la Guinée, c'est la première fois que nous le faisons. Tout ce qui ressortira en termes de renforcement du système des marchés publics en Guinée va contribuer à une meilleure mise en œuvre des programmes publics de développement. Parce que les investissements, c'est essentiel pour le développement, mais pour faire aussi des investissements de façon efficace, nous avons besoin d'avoir des systèmes de marché public performants. La méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics, MAPS 2, vise à moderniser et renforcer le système de passation des marchés publics. Dans cette dynamique, la plateforme digitale Télémou figure parmi les perspectives de l'ARMP pour renforcer davantage la transparence du processus. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans l'application d'une disposition, on essaie d'identifier et puis les mettre dans une base de données qui nous permet à un certain moment de nous arrêter, faire une revue du système et essayer d'apporter soit des solutions sur le coût ou bien attendre un exercice comme le MAPS. Lorsqu'on a une plateforme numérique de gestion, on gagne en efficacité, on gagne en transparence, on gagne en célérité, mais on gagne également en termes de fiabilité des informations statistiques par rapport au traitement. Et à travers la plateforme numérique, on peut facilement situer les responsabilités et avoir un système d'alerte pour éviter qu'il n'y ait de retard dans le traitement des dossiers de passation des marchés. Cette démarche met en avant l'implication des parties prenantes, notamment la société civile, dont la participation est essentielle pour un contrôle citoyen efficace. Dans l'actualité encore, c'est ce slogan « Je roule pour plus de filles à l'école ». Le thème marque donc le lancement de la 4e édition de la caravane sur l'éducation et le maintien des filles à l'école. Une semaine pour sillonner plusieurs villes du pays afin de prôner l'équité et l'égalité dans le système éducatif guinéen. Le projet est soutenu par l'Institut de la francophonie en partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Abdul Aziz Baldé pour des explications. L'éducation des jeunes filles en Guinée, une priorité du gouvernement et ses partenaires. À travers la 4e édition de la caravane relief portée par la francophonie, le maintien des jeunes filles à l'école est un sacerdoce. Sur le collège-lycée Dr Fassine Bévogui dans la commune de Tombolia, qui accueille les porteurs du projet dans une ambiance conviviale. La caravane est une réponse concrète. Elle va à la rencontre des écoles, des enseignants, des élèves dans les régions souvent oubliées pour leur apporter ressources, formation, inspiration et confiance. À chaque étape, la caravane relief rappellera que l'école doit servir tous les enfants, filles comme garçons. La caravane encouragera la participation de tous et de toutes à la vie scolaire. Placée sous le thème « Je roule pour plus de filles à l'école », cette caravane vise à sensibiliser les élèves et parents d'élèves sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école à travers une série d'activités participatives et captivantes. Si aujourd'hui il y a une délégation qui vient au nom de l'égalité de la femme et de l'homme, ça me fait un grand plaisir. Parce que nous sommes au 21e siècle. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire également. En partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire, cette approche innovante permet aussi à promouvoir une éducation inclusive et équitable. Si tout le système éducatif est à aider, mais les jeunes filles sont encore à aider en plus. Vous savez que culturellement, nous avons tendance à ne pas donner les mêmes chances aux filles et aux garçons par rapport à l'école. Et donc ce travail qu'ils vont faire avec nos enseignants, avec les enseignants du système éducatif, à essayer de rééquilibrer le gap qu'il y a entre les filles et les garçons. Cette caravane traversera le Grand Conakry en passant par Kindia jusqu'à Mamou, accompagnée des artistes et des activistes pour la cause. À ligne de mire, sensibiliser les élèves et enseignants autour de la réussite de l'égalité et l'inclusion.
Et si la science était la clé du développement de la Guinée, en tout cas, c'est le pari de l'Académie des sciences de Guinée. Cette institution se veut désormais le laboratoire d'idées pour la nation. Elle porte ainsi la réflexion sur les grands dossiers et propose des solutions concrètes pour orienter les politiques publiques. Voici pour comprendre les détails avec Mounir Bari. L'Académie des sciences de Guinée appuie et oriente les acteurs du développement national face aux restrictions financières internationales, notamment dans le secteur de la santé. Les académiciens du Collège de la santé tirent la sonnette d'alarme et encouragent des solutions endogènes pour faire face aux épidémies. Cet avis a été émis compte tenu de la conjoncture internationale, de la réduction et même de la suppression de certaines aides internationales en direction de la santé. Donc on a émis cet avis, on l'a soumis. C'est une interpellation quand même au gouvernement, aux acteurs internationaux et même aux génies locaux qui doivent innover, imaginer des mécanismes, des écosystèmes pour pouvoir pallier à cette conjoncture. Placé sous la protection du chef de l'État et le parrainage du ministère de l'Enseignement supérieur, l'Académie des sciences de Guinée entend relever les défis scientifiques du moment et valoriser les savoir-faire locaux au service du développement durable. L'impact de cette restriction financière à l'international n'est pas à négliger. Nous, à l'Académie, nous avons pensé qu'il était temps de lancer l'alerte pour que tous les Guinéens se mettent réellement à pied d'œuvre pour relever le défi. J'ai vraiment apprécié d'abord le fait que l'Académie nous a donné l'occasion de venir présenter cette solution-là. Et en plus, on a remarqué que vraiment, il y a eu un intérêt de l'Académie par rapport au projet qui a été présenté. Parce que tout compte fait, ça rentre vraiment dans le cadre de la compréhension des cours sciences expérimentales au niveau du collège. Les membres de l'institution poursuivent leurs réflexions et partagent leur expérience, notamment sur la formation et l'éducation de la jeunesse, gage d'un avenir meilleur pour la Guinée. Et c'est dans ce contexte que la Guinée vient d'accomplir une nouvelle étape dans sa stratégie de développement numérique. Le siège social du réseau ouest-africain des gestionnaires de backbone vient d'être inauguré à Kagbélé, un événement de grande portée qui marque la volonté des pays membres à renforcer la coopération technique et à accélérer l'intégration numérique en Afrique de l'Ouest. Mohamed Sherif Kamara. Créé pour renforcer la coopération dans la gestion et l'interconnexion des infrastructures de fibre optique, le réseau ouest-africain des gestionnaires de backbone vise à favoriser une meilleure intégration numérique entre les États membres. Ce siège flambant neuf symbolise la volonté des États membres à jouer un rôle central dans la transformation digitale de la sous-région. Il y a une année de cela, on s'était rencontrés à Conakry pour mettre en place cette association qui regroupe les sociétés de gestion de fibre optique de nos différents pays. Il y a eu ce fort leadership des autorités de la Guinée. Interconnecter les différents pays, ça va permettre de desservir les zones enclavées et les zones défavorisées, donc dans tout l'espace du réseau. Pour moi, c'est le placement de la Guinée au cœur des intérêts de l'Afrique de l'Ouest. D'accord ? Et cela va nous attirer beaucoup de faveurs et mettra la lumière sur notre pays. Et c'est très important. On se met dans la droite lignée de la vision du chef de l'État qui prône que la Guinée retrouve sa place d'antan sur la scène internationale. Le réseau qui réunit la Guinée, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone entend désormais mutualiser les efforts pour renforcer la connectivité régionale et réduire les coûts de communication dans l'espace ouest-africain. Cette inauguration marque une étape majeure dans le renforcement de l'intégration numérique et surtout des infrastructures de connectivité entre nos pays. Ce siège que nous inaugurons aujourd'hui, il est aujourd'hui le symbole d'une volonté commune de bâtir une Afrique de l'Ouest interconnectée, compétitive, résiliente et souveraine sur le plan numérique. Avec cette inauguration du siège social du ROABN, la Guinée confirme son leadership dans la coopération régionale pour la transformation numérique et la connectivité en Afrique de l'Ouest.
Dans l'actualité encore, les travaux de réhabilitation des voiries de Conakry figurent parmi les priorités du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Le projet commence par la transversale numéro 2 entre l'aéroport et le centre émetteur de Kipé. Le ministre des Infrastructures vient donc d'effectuer une sortie nocturne pour encourager les entreprises, mais aussi pour les inviter au respect du délai de ces travaux d'urgence. Abakar Junior Kamara était sur ses pas. Dans le projet de modernisation de la ville de Conakry, la transversale numéro 2, aéroport Kipé, abrite le projet pilote 2 fois 2 voies en construction pour désenclaver le site directionnel de Kolan. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics visite le chantier avec ses équipes techniques afin de corriger toutes les imperfections déjà répertoriées. La vision que le président de la République a, c'est de changer l'image complète de Conakry. Donc c'est pour cela que les travaux publics aujourd'hui mettent un accent particulier sur l'entretien routier. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train de travailler. Nous sommes venus constater, pouvoir discuter avec les entreprises pour qu'on accélère les travaux pour au moins décongestionner un peu la capitale. Donc c'est d'où cette visite de ce soir pour discuter avec les entreprises, pour accélérer, pour donner un peu plus de cadence aux travaux. Mais vous savez, ça fait presque une semaine, chaque soir on a de la pluie. Donc ça a un peu retardé les travaux. Sinon le calendrier c'était de finir tout ce que nous avons à faire depuis le 5. Mais avec l'arrivée de la pluie, ça a un peu joué sur le calendrier. Mais espérons que les entreprises sont vraiment décidées à le terminer. Et j'espère que d'ici demain ou après-demain, ils vont finir une bonne partie de la route. 24 heures sur 24, le chantier évolue normalement. L'objectif est de terminer dans un délai requis. Un projet de modernisation qui tient compte de l'extension des voiries urbaines afin de désengorger les zones d'embouteillage de Conakry. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était lui sur le chantier de construction du centre hospitalier régional de Kindia. Avec les cadres de son département, il est allé constater de près l'évolution de cette initiative présidentielle. D'autres infrastructures sanitaires sont en cours de réalisation en vue d'assurer une meilleure prise en charge des populations de la préfecture de Kindia. Tcherno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Sur la nationale numéro 1 entre Koya et Kindia, les travaux du futur hôpital régional avancent à grands pas. Les premiers bâtiments sortent déjà de terre. Le taux d'exécution est estimé à 30%. L'entreprise Eiffage dispose d'un délai global de 32 mois pour livrer l'ouvrage. Sur le chantier, le ministre de la Santé, Dr Oumar Djeba, était aux côtés de l'ambassadeur du coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles et des partenaires techniques et financiers. C'est un hôpital de 12 000 m² qui comprend 200 lits, 5 salles d'opération, des salles d'auscultation, un bâtiment dédié aux urgences. Et nous sommes heureux de constater que les travaux ont avancé et que nous sommes sur une bonne dynamique avec une perspective de rendre cet hôpital aux populations en août 2027. Et je pense que nous sommes sur une très bonne dynamique et nous sommes satisfaits. Ce futur centre hospitalier régional sera doté de services modernes pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Objectif, réduire la mortalité infantile et néonatale et renforcer l'offre de soins de proximité dans la région. Vous savez, cette année, la Guinée a connu une saison des pluies exceptionnellement longue et donc ça a un tout petit peu retardé, surtout à Kindia, moins à la baie. La baie était un peu en retard et maintenant ils sont un peu en avance. Mais maintenant, la saison des pluies se termine et on va pouvoir accélérer et tenir les délais. Nous sommes très très satisfaits, connaissant toutes les difficultés administratives que nous avons traversées pour arriver à ce niveau-là. Et nous avons été heureux d'entendre l'entrepreneur dire ici devant tout le monde que le délai sera respecté. Dans la même dynamique, le ministre de la Santé a également visité la maternité de l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo, ainsi que le centre d'hémodialyse de Kindia. Les travaux sont achevés et les équipements sont attendus dans les prochains mois. Et puis, face aux défis économiques, climatiques et sociaux, les collectivités locales renforcent leur capacité d'action. L'ANAFIC vient d'organiser une formation sur ces grands enjeux. L'objectif, vous allez le voir, est d'outiller les acteurs de terrain pour qu'ils montent des micro-projets résilients, durables et adaptés aux réalités de leurs collectivités respectives. Marwan Kamara. Réunis depuis plusieurs jours, ces cadres municipaux et représentants communautaires
apprennent à bâtir des micro-projets capables de résister aux crises économiques, climatiques et sociales. C'est un programme de l'Agence nationale de financement des collectivités locales avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Actuellement, Conakry est une zone qui se fragilise de plus en plus face au changement climatique. Face à cela, il est demandé aux collectivités soit d'avoir des attitudes de résilience, soit d'avoir des attitudes d'adaptation. C'est pour cela que nous sommes en train, avec le fonds que le gouvernement a dédié aux communes de Conakry, il a été instruit à l'ANAFIC de s'insérer dans ce processus pour accompagner les collectivités pour qu'ils puissent avoir des projets résilients, pour qu'ils puissent répondre à la vulnérabilité qui s'installe de plus en plus face à ce changement climatique. Un projet d'appui des collectivités locales salué par les participants, soucieux de renforcer la résilience de leur territoire. La commune de Ratoma, cette année, on a enregistré beaucoup de dégâts et de pertes en vie humaine par rapport à l'inondation. Donc s'il y a une occasion pour nous renforcer la capacité par rapport au changement climatique, c'est vraiment ça qui me réjouit. Et c'est une occasion pour moi de parler de ça au niveau de la population de Ratoma, comme des progressions par rapport à ça. C'est très important pour moi aujourd'hui de suivre cette formation et qu'à mon tour, je vais aussi démultiplier cette formation et pour mettre cela à la disposition de ma communauté pour ne pas être surpris. Encadré par des experts en développement local et en gestion de projets, cette formation a permis aux participants de découvrir les méthodes de planification participative, les mécanismes de financement ainsi que les approches de suivi et d'évaluation. Merci à Marwan Kamara pour l'ensemble de ces explications. C'était il y a 50 ans, le 6 novembre 1975, le roi Hassan II lançait la Marche verte, un événement fondateur pour le Royaume du Maroc. Pour célébrer justement cet anniversaire, l'ambassade du Maroc à Conakry a organisé un dîner commémoratif, une cérémonie qui a mis à l'honneur les liens d'amitié et la coopération solide qui unissent la Guinée et le Maroc. Makemed Onzo. Diplomates, membres du gouvernement, anciens étudiants de Rabat, amis et communautés marocaines se réunissent autour d'un dîner organisé par l'ambassade du Maroc en Guinée pour célébrer les 50 ans de la Marche verte. Cette commémoration rend hommage à un moment phare de l'histoire du Maroc. Le 6 novembre 1975, plus de 300 000 volontaires ont répondu à l'appel du roi Hassan II, marchant pacifiquement vers les provinces du sud pour réaffirmer la souveraineté du royaume. Nous fêtons aujourd'hui non seulement la marche verte des 150 mais aussi les développements que connaît ce dossier, le dossier du Sahara marocain au niveau des Nations Unies, notamment au niveau du Conseil de sécurité, qui a consacré dans sa dernière résolution le plan d'autonomie qu'a proposé le Maroc pour régler le différend autour du Sahara marocain sous souveraineté marocaine. Et donc c'est un point important et c'est là où je relis ça à la Guinée. Depuis 1975, la Guinée a soutenu et a été à côté du Maroc dans cette bataille. La Guinée, à travers le président des anciens étudiants du Maroc, rappelle la portée historique et symbolique de cet événement, tout en saluant les relations fraternelles et solides entre la Guinée et le Maroc. Le Maroc a toujours été à côté d'eux. Le Maroc a toujours donné des symboles forts pour ces liens qui l'unissent à la Guinée. Notre président, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement, et toute son équipe veillent sur l'héritage. Ils sont à saluer parce que c'est un héritage fort de relations économiques, politiques, diplomatiques. Une soirée symbolique qui permet de raviver les liens historiques entre nos deux nations. Cette marche verte, 50 ans après, demeure plus que jamais un symbole d'unité et de paix pour le peuple marocain. Ratoma, la mobilisation est totale pour préserver la paix et la cohésion sociale. Alors que la Guinée se prépare pour le scrutin présidentiel, les citoyens s'organisent, structures locales et autorités traditionnelles unissent leurs forces pour appeler au calme et au dialogue. Elles estiment, ces autorités, qu'une transition apaisée est le socle indispensable pour un développement économique de notre pays. C'est un reportage d'Abakar Diaby.
À l'approche de l'élection présidentielle du 24 décembre 2025, des initiatives citoyennes ne cessent de se multiplier sur le terrain. Dans la commune de Ratoma, les citoyens s'engagent pour cette cause noble en faveur d'une transition réussie. Ici, elles sont deux structures, à savoir la synergie Mouvement Keneni et les femmes balayeuses de Ratoma qui mènent ensemble la cadence. La vocation de ces deux groupes, c'est d'abord pour instaurer la cohésion sociale, se donner la main. La cause principale, c'est d'accompagner le président général Mamadi Doumbouya dans ses acquis, dans ses actes. C'est une rencontre d'échange mutuel axée sur la consolidation du tissu social en Guinée. Elle se tient sous le leadership des autorités communales et religieuses pour poser les fondements d'un socle commun, susceptible de booster le développement socio-économique durable du pays. Il faut véhiculer le message pour que chaque quartier, chaque ville, chaque village puisse savoir que en Guinée, chacun a un devoir. Chacun peut faire quelque chose. Vous avez vu cette mobilisation de la population de Ratoma pour venir dire bonjour à leur papa. À son tour, il dit allons dire bonjour à notre doyen. Donc je pense bien que cela est clair, que la Guinée est une famille. Dans les jours à venir, ces acteurs entendent élargir leur champ d'action pour toucher toutes les sensibilités socio-professionnelles du pays en vue de vulgariser les valeurs de la paix et de la cohésion sociale. Une manière d'impliquer tous les citoyens dans le processus de paix prôné par le président Mamadi Doumbouya. Et pendant ce temps, le grand ménage se poursuit dans le secteur de la sécurité privée. Depuis 2 ans maintenant, le ministère de la Sécurité procède à un assainissement en profondeur. L'objectif est de consolider les compétences des entreprises. Au centre donc de cette réforme, il y a l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. L'ORASPC pousse à une clarification du rôle de chacun pour une collaboration encore plus efficace entre l'État et les acteurs privés. Abdul Karim Kamara. Progressivement, des obstacles sont surmontés et il n'y a plus de cloison étanche entre la sécurité publique et celle privée en Guinée. Les réformes engagées par l'ORASPC ont permis aujourd'hui au secteur privé d'être pleinement imprégné de la coproductivité. Ici, l'École nationale de la police, à son tour, partage ses expériences en la matière. Il est à retenir que l'État est d'abord le premier acteur de la sécurité. On ne peut aboutir à cette mission régalienne si toutes les actions, tout le champ d'action reste ici étatique. En conséquence, l'État ici encourage l'entrepreneuriat dans le domaine de sécurité privée afin que ces agences de sécurité privée aussi puissent apporter, souvent s'il faut, à des manquements ou s'il faut combler là où l'État n'a pas pu exercer à temps son activité. À côté de la coproductivité, l'ORASPC poursuit ses efforts afin que les acteurs s'imprègnent de toutes les lois et notions liées au bon fonctionnement du sous-secteur de la sécurité privée, notamment les dirigeants face aux contrats et les bonnes pratiques juridiques. Au début, nous n'avions pas imaginé une telle ampleur. Et là, maintenant, on se retrouve avec des formateurs très bien chevronnés qui maîtrisent le sujet et qui nous apportent énormément dans notre formation. L'ORASPC aujourd'hui nous apporte assez d'outils, de connaissances par rapport à nos agents et nos futurs clients. Aujourd'hui, on peut penser à nous projeter sur l'échelle nationale, internationale, pourquoi pas. Depuis 2 ans, dans un élan de refondation, le programme de consolidation d'aptitude et de remise à niveau de l'ORASPC a touché 422 dirigeants et aspirants dirigeants d'entreprises de sécurité privée à travers 11 thématiques. La lutte contre le paludisme se renforce à Beila et à Kerouane. Le club des Amis du Monde vient de lancer la campagne de pulvérisation intradomiciliaire. L'opération est financée par Rio Tinto Simfer pour protéger les communautés impactées par le projet Simandou. Kadiatou Suleiman Keita. À Nyonsomoridou, dans la préfecture de Beila, la lutte contre le paludisme prend un nouvel élan. Le Club des Amis du Monde vient de procéder au lancement officiel de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire, une initiative financée par Rio Tinto Simfer qui vise à réduire significativement les cas de paludisme dans les localités impactées par le projet Simandou. On a à peu près plus de 20 450 structures à pulvériser
pour l'ensemble de la zone couverte avec l'appui des CSP. On a lancé une compétition dans toutes les préfectures ciblées par le projet où les 5 communautés les plus propres seront récompensées à 5 prix qui sont dédiés. Ça, c'est en commun accord avec le département CSP et les évaluateurs vont sortir dans sous peu de temps pour commencer à faire l'évaluation de l'hygiène communautaire. Le projet vient pour améliorer la santé de nos communautés. Les gens vont rentrer dans les domiciles, ils vont faire des pulvérisations. C'est les professionnels, ça fait plus de 2 ans que nous sommes en train de travailler. Nous n'avons pas encore rencontré une fausse note par rapport au travail de leur équipe sur le terrain. Rio Tinto est en train de faire beaucoup de choses pour mettre la santé pour notre communauté. À l'heure qu'il fait là, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la lutte contre le paludisme à travers la pulvérisation intradomiciliaire. Le plaidoyer que moi je suis en train de faire, c'est d'augmenter le nombre de localités. En misant sur la prévention et l'implication communautaire, le Club des Amis du Monde et son partenaire Rio Tinto Simfer posent un pas supplémentaire dans la lutte contre le paludisme dans les localités de Beila et Kerewane impactées par le projet Simandou. Lancement à Conakry d'une journée sport et santé dédiée à la lutte contre le cancer de la prostate. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Novembre Bleu, un événement qui a réuni les différentes couches de la société venues de divers secteurs. C'est donc un cri du cœur lancé par les organisateurs pour encourager la prévention, la vigilance et la solidarité. Ablé Diallo. Le cancer de la prostate est l'une des pathologies les plus fréquentes chez les hommes. Cette maladie est souvent diagnostiquée tardivement pour faute d'information, de sensibilisation et de dépistage anticipé. Pour y remédier, les organisateurs de cette journée ont donc décidé de lancer un appel à la vigilance et à la prévention à travers une séance de sport collectif pour la santé des hommes. Notre ONG Just Children and Women a toujours placé la santé et le bien-être des familles au centre de ses priorités. En nous engageant dans cette campagne, nous voulons rappeler à chaque homme qu'il n'est pas seul, que sa santé compte et qu'il est temps de briser les tabous autour du dépistage. On néglige souvent Novembre Bleu, mais je pense que c'est une journée qui permet de rappeler que le cancer de prostate, ça existe, donc il faut se dépister, il faut faire le sport, ça sera très important pour nous. Grâce à l'appui des partenaires, l'ONG Children Women a organisé un dépistage gratuit pour sauver des vies en danger. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de Novembre Bleu, un mois d'action et de sensibilisation pour promouvoir la vitalité, la prévention et la discipline. S'il y a un facteur de risque dans la famille, il ne faut pas hésiter. À l'âge de 45 ans, il faut se faire consulter. Donc de 45 à 75 ans, on a la chance de guérir le cancer de la prostate quand c'est vu tôt. Toutes ces personnes qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous aujourd'hui, on leur prie d'aller se faire dépister. Nous, pendant tout le mois de novembre, on sensibilisera. Comme pour cadrer avec la philosophie d'un esprit sain dans un corps sain, cette activité a réuni les communautés pour lutter contre le cancer de la prostate en faisant appel au sport. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi pour d'autres actualités Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.